Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. Au nom de Catherine Chevillot, la présidente de la Cité qui peut malheureusement pas être là ce soir, elle est retenue à Clermont-Ferrand. En tout cas, elle voulait être avec nous et tient à vous le dire et à partager ce grand moment. Alors c'est un moment très particulier parce qu'en fait, on va être aussi un peu à Venise. On va faire beaucoup être sur le thème de l'ubiquité. Être sur deux lieux, les entre-deux, on va parler de ces choses-là. Alors, on va parler du pavillon du Liban à la Biennale de Venise. Alors, je voudrais dire déjà que, évidemment, ici, dans ce même lieu, euh, euh, avec la communauté libanaise, dans une sorte de fraternité, nous avions voulu absolument réagir à ce terrible événement qui nous a tous secoués le 4 août 2020. On se souvient tous en fin d'après-midi quand cette déflagration the blast, diraient les Anglais, le truc qui liquide tout. Heureusement pas tout, mais la destruction d'une partie de Beyrouth, vous le savez. Et nous avions fait un débat ici, justement sur regarder au-delà des ruines, comme un débat sur l'espoir. Et évidemment, nous avions pensé, parce que le pavillon de la Biennale la Biennale devait avoir lieu, puis c'est reporté et autres. Donc on s'est dit, il faut faire une soirée spéciale. Et c'est ça que nous avons organisé ce soir, c'est de parler de l'esprit de ce pavillon. Et vous allez le voir, c'est un esprit particulier. Je voudrais souligner déjà qu'il est entièrement dédié à Paul Virilio. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Là, c'est pas exagéré de le dire. Et pourquoi? Parce que Ala Wardé, il faut le savoir, enfin pour ceux qui l'ignoraient encore, eh bien, elle a été l'élève de cet immense penseur, philosophe, qui a commencé son parcours, je le rappelle toujours, comme maître verrier et qui est arrivé à l'architecture par la plage. Vous vous souvenez tout son travail justement sur le mur de l'Atlantique et autres. C'était sa formule. Il disait, moi je suis arrivé à l'architecture par la plage. Intéressant cette vision de venir par un ailleurs. Alors, et ce soir, nous allons parler de A Roof for Silence, donc, dont je vais demander évidemment à son auteur de nous en expliquer à la fois le titre, l'enjeu. Il est clair que déjà, c'est une réponse au thème de la Biennale lancée par Sarkis, autre architecte libanais. How we will work together. We'll live, work. Vous voyez, ce lapsus en dit long sur les choses qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et cette c'est assez intéressant de voir que le pavillon libanais de la Biennale n'est justement pas dans l'enceinte de la Biennale. Donc évidemment, il y a des bonnes raisons pour ça. Je voudrais souligner que c'est la seconde participation du Liban à la Biennale. Il y en avait une première en 2018. Mais celle-là, c'est vraiment j'allais dire, une biennale officielle, peut-être un peu moins individuelle, un peu moins privée. Et ce travail, nous le devons aussi à Jad Tabet, que je salue ce soir et que je remercie de sa présence en ce lieu. Est venu de Beyrouth spécialement. Et c'est bien que. Mais voilà, c'est pour dire que j'ai parlé d'ubiquité, Jad. Donc chaque fois, on va pas te lâcher, t'inquiète pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, en dehors de la Biennale, ça veut dire hors dehors des Giardini, en dehors de l'Arsenal. Et donc, pour trouver le pavillon, parce que vous pouvez encore y aller hein, jusqu'à la 20 novembre, quelque chose comme ça, sur les Zattere face à la Giudecca, vous avez là, dans les magasins Ussel, un lieu assez exceptionnel, assez secret, hein, où il est évident que le propos était d'emmener les gens ailleurs. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ala Wardé nous transporte dans un autre univers. Je vais très vite lui passer la parole parce qu'il faut qu'elle nous le décrive. Donc, je vais lui demander déjà de nous raconter, parce que chaque projet a une histoire, on le sait dans l'architecture. Et on ne voit pas pourquoi ce pavillon ne serait pas une architecture. C'est un vrai projet, mais qui dépasse largement l'architecture. Je crois que j'en ai déjà trop dit, donc je passe la parole à Ala. Et ensuite, évidemment, avec Alain Fleischer, complice dans cette affaire, nous allons continuer la discussion et évidemment projeter des images. Ala. Merci Francis. Donc je vais présenter avec des images, mais effectivement, quand on me demande de présenter
pavillon, je ne sais jamais par où commencer parce que il y a énormément de thèmes. Évidemment, le thème de la biennale, l'enjeu d'une exposition à Venise, parler du Liban, Virilio, les œuvres et l'œuvre qui a inspiré aussi de Etel Adnan. Enfin, c'est tout ça à la fois et je me rends compte qu'à chaque fois, je commence différemment. Donc, Oui, parce qu'il faut dire que c'est un pavillon très riche. C'est quelque chose de séquentiel qui nous amène. Oui, C'est j'allais pas dire une presque œuvre comme cyclique, ça c'est-à-dire qu'on. il y a pas de début, il n'y a pas de fin, et je commence à chaque fois à un endroit différent. Et donc j'ai choisi, donc c'est cyclique, j'allais dire révolutionnaire au sens astronomique du terme. Mais donc j'ai choisi de le présenter aujourd'hui à travers le livre, parce que justement on a ce livre qui est d'ailleurs que vous pourrez acheter derrière, mais et donc ce livre a été construit comme un projet d'architecture ou comme une architecture tout court, avec, tu parlais de l'explosion du 4 août, de ce qui s'est passé avant, donc un an avant, parce qu'il a commencé un an avant, et puis ce qui s'est passé après. Moi, je disais ça parce que on pourrait croire que A Roof for Silence, c'est précisément de trouver un lieu de calme, on pourrait presque dire de résilience. Et c'est pour ça que on pourrait l'interpréter comme ça. Mais non, ça avait commencé avant et c'est très important que tu en racontes la genèse. Oui, absolument. En fait, c'est une façon de rassembler dans ma tête d'architecte justement toutes ces idées. Et c'est justement l'histoire d'un projet d'architecture tout court et du processus de création d'un projet qu'on va suivre à travers ce livre. Et donc, je vais dérouler les images, mais je vais peut-être me retourner, ce sera peut-être plus simple. Oui, il fallait que je fasse ça par le bas. C'est une image que je commenterai après parce qu'elle résume un peu le projet. Alors, bon, il y a toujours des questions dans la tête d'un architecte. Celle-ci me traversait, enfin, en tout cas, tournait dans ma tête, tourne encore dans ma tête, cette question du vide. Et effectivement, ça vient rejoindre un petit peu ce projet, va un peu cristalliser l'ensemble de ces questions que je vais confronter et que je vais ensuite et qui vont donner forme ou en tout cas formuler ou donner forme à ce projet. Donc Virilio, qui est toujours dans mon esprit pour tout projet que je développe et avec qui je travaillais quelques mois avant sa mort sur une exposition sur le vide, justement. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup théorisé la question du vide et il l'a exprimé avec ces peintures qu'on montre dans l'exposition. On en parlera plus tard. Mais pour être exact, en réalité, si je dois commencer par un début, c'est celui de la découverte de cette œuvre qui est Etel Adnan, donc qui est une poète et artiste libanaise. Et qui a peint cette série de 16 tonneaux. Donc c'est une œuvre que j'ai découvert, à laquelle j'ai assisté, dont j'ai assisté à la naissance, on va dire, dans son atelier, où elle a peint cette série de 16 oliviers. Et j'avais toujours eu envie d'imaginer une architecture qui partirait d'une œuvre. Et donc tout ça se passe un peu avant le concours d'architecture, parce que il y a eu donc effectivement un concours qui a été initié par le Jad Tabet, à l'époque président de l'Ordre des architectes, ministre de la Culture. Et donc c'est à l'occasion de ce concours que j'ai présenté ce projet. Mais quelques mois avant, j'avais donc vu ces œuvres et eu l'idée ou imaginé un bâtiment qui serait construit à partir de ces œuvres. Et j'avais déjà imaginé sa forme, une forme à la fois cylindrique, octogonale, parce que les toiles étaient au nombre de 16. Et voilà, c'est resté un bâtiment utopique et pour lequel ensuite, au sens où il n'avait pas de lieu, mais quand le projet de la Biennale, enfin le concours a été lancé, j'ai eu l'idée de présenter ce projet et d'aller essayer de l'ancrer dans un lieu. Donc on a cherché un lieu pour poser ce bâtiment dont Venise serait la préfiguration. Et c'est là qu'on a découvert, dans la montagne libanaise, un ensemble de 16 oliviers. Voilà,
je les montre ici. Donc déjà, il y avait une coïncidence. Ils étaient 16 au même nombre que l'étoile d'Etel Adnan. Donc, y a-t-il un hasard? Non, bien sûr que non. C'était parce que dans la série des hasards, il y a un nombre qui revient régulièrement, qui est le nombre 16. Et je rappelle que le concours a été attribué, et ça c'est une chance, je me tourne vers Jade. L'annonce a été faite le 16 octobre 2019. On est en 2019. Le 16 octobre est une date importante parce que c'est la veille, exactement la veille du fameux 17 octobre où le pays a basculé dans la révolution, le chaos, la révolte. Voilà. Et donc, on a eu la chance justement d'échapper, enfin, en tout cas, que ce projet ait été attribué juste avant. Donc, on se retrouve dans la montagne libanaise. Je découvre ces arbres dont on nous dit qu'ils sont multimillénaires. Là, on en voit un, le plus grand. Enfin, ils sont absolument fabuleux. Donc, tout de suite, j'ai pris un avion pour aller les visiter, on va dire, dans la montagne. Alors, on les appelle, enfin, c'est comme ça qu'on les a nommés, les 16 sœurs de Noé, the 16 Sisters of Noah. Donc, on dit qu'ils sont contemporains de l'arche de Noé et que la colombe qui est venue marquer la fin du déluge viendrait de ces arbres. Où se trouve-t-il au Liban? Il se trouve au nord. Oui, ça s'appelle Psha'aleh. Et donc, c'est au nord. C'est dans la montagne libanaise, assez haute. Et quand j'ai vu ces arbres, je vous montre cette photo parce que c'est un des arbres. Et alors, j'étais frappée par ces creux énormes, hein, immenses. Et je les ai vus vraiment comme des morceaux d'architecture. Pour moi, c'était vraiment la plus belle métaphore de l'espace architectural, des arbres qui invitent à rentrer à l'intérieur. Et d'une part, donc, la beauté de ces arbres que j'ai demandé ensuite à Fouad El Khouri, photographe libanais, de les photographier. Ça, ce sont quelques extraits de ces photos. Mais surtout, je me suis souvenue de ces toiles antiformes, donc que personne ne connaît parce qu'elles n'ont jamais été exposées, donc de Paul Virilio, qui sont maintenant au Centre Pompidou. Et je montre cette image simplement parce qu'on a, en faisant des photogrammétries, c'est-à-dire en scannant ces arbres, on voit très bien la résonance entre ces formes, entre ces vides qui sont au creux de ces troncs et ce travail des antiformes dont je parlerai plus tard. Donc ça, c'est la pièce qui a été imaginée, très simple, 8 côtés, une pièce qui, au départ, dans mon projet utopique, était complètement fermée. On y arrivait de l'intérieur, mais j'y ai inscrit un cercle, hein, et avec un toit, une sphère inversée. Et effectivement, j'ai appelé ce projet un toit pour le silence, parce que le vide en architecture, c'est comme le silence en musique. Et c'était cette idée. Aussi, il y a la réflexion, un autre axe de réflexion, c'est la relation qu'on peut avoir avec une œuvre d'art. Quand on vient de la ville et toute cette transition ou cette mise en condition de quelqu'un qui va à la rencontre d'une œuvre d'art et à l'inverse, son chemin vers l'extérieur. Et donc, il y a toutes ces questions-là qui font partie de ce thème. Pardon. Hop. Alors après, il y a le sujet de la matière de cette pièce, de cette rotonde, qui est en référence aux oliviers, et qui, eux, sont, quand ils sont au soleil et quand ils ont leurs feuilles au vent, vibrent et ont cette couleur argentée. Donc, une recherche pour le moment de matière qui est, enfin, avant même qu'on la définisse complètement, mais en tout cas, elle est faite de textures et de vibrations de lumière. Bon, je vous montre un peu les coulisses de notre travail architectural, des croquis qu'on a fait. Je déroule quelques pages rapidement. On se nourrit de références toujours. On découvre par hasard qu'il y a des îles à Venise qui ont la même forme que ces octogones. On lit des phrases dans des poésies. On a des références. Évidemment, tout ça est très
construit avec une géométrie, une mathématique très précise, des grands maîtres comme le Tempietto de Bramante. Enfin voilà, on est souvent nourri de plein d'images. Voilà, une sculpture de Giacometti sur lequel je travaillais un petit peu avant. L'objet invisible, ça s'appelle Les mains tenant le vide, une sculpture absolument magnifique. Voilà, Bombardement de Nantes, j'en parlerai parce que c'est ce qui a inspiré les Antiformes de Virilio. John Adams, un opéra qu'il a écrit avec une phrase I was looking at the ceiling and then I saw the sky, après le tremblement de terre de Los Angeles. Et puis voilà, donc je passe ces images. Elles peuvent mais c'est important de voir tout ce qui se dessine dans des recherches de forme, d'agencement. Enfin voilà, on a une similitude à la fois entre ces oliviers, donc qui vont m'inspirer des formes d'architecture, à la fois en plan, en coupe, qui vont générer un rythme, des proportions, et ensuite se placer dans un espace qui a changé plusieurs fois, mais qui va aussi d'ailleurs se déplacer. Donc cet objet, qui est un objet, enfin cette pièce centrale, qui va être une pièce nomade, parce qu'elle est amenée à voyager, à se déplacer, à se démonter, à se remonter facilement. Et voilà, donc son premier ancrage est dans un lieu qui est à Venise, donc le Magazzini del Sale, un lieu assez exceptionnel, à la fois dans ses proportions et dans ses matières. Donc il fait 55 mètres de long par 5 mètres de large. La pièce, elle, ne change pas d'échelle, elle est centrale, mais ce qui est formidable, c'est qu'on a eu des espaces d'entre-deux, justement, pour revenir à Virilio, qui ont permis de développer des seuils et encore une fois, ces mises en condition ou des chemins vers le silence qu'on va habiter, voilà, avec la contribution de plusieurs artistes. Alors, pardon, je tourne le dos à Alain Fleischer et je m'en excuse, je devrais plutôt tourner le dos à notre modérateur. Mais parce que quand même, j'ai oublié de dire une chose très importante, c'est qu'en voyant ces arbres, alors la première personne que j'ai appelée, c'était Fouad El Khouri pour les photographier, mais je voulais absolument aussi capter leur mouvement. Et donc, j'ai tout de suite pensé à Alain Fleischer, avec qui je travaillais sur un autre projet, mais que j'ai très vite détourné, pour lui demander de venir filmer ces arbres. Et on avait, voilà, on en reparlera et Alain en parlera mieux que moi, mais il y avait l'idée de filmer ces arbres dans la lumière, mais aussi dans leur nature, en tous les sens du terme. Voilà, je défile parce que pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a imaginé. La complexité, à la fois, c'est très complexe et très simple. Donc, c'est une pièce à la fois archaïque et enfin, ça pourrait être une chose très ancienne et presque une navette spatiale, enfin, à la fois très ancien et très futuriste. Mais c'est très simple, c'est une structure métallique qui est habillée de panneaux de verre qui, eux, sont texturés bande par bande et qui vont, avec ces textures et une série de toiles argentées, provoquer cette vibration de lumière dans l'espace où ils vont se trouver. Donc, du verre, des toiles. Voilà, ça j'aime bien montrer tout ce travail derrière qui a l'air de rien mais qui est beaucoup. Voilà, ce sont les coulisses de notre atelier. On a à la fois des outils numériques, mais aussi on travaille de façon très voilà, avec des maquettes empiriques, on va dire. On fait des maquettes à l'échelle 1, à plus petite échelle, enfin voilà. Voilà, la seule page noire du livre, c'est celle-là. Elle est exactement au milieu du livre. C'est ce qui arrive. Un titre emprunté à l'exposition qui a eu lieu en 2015 à la Fondation Cartier de Paul Virilio. Ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est évidemment l'explosion du 4 août. Donc, ce projet que je vous ai montré, on est en 2019-2020. La Biennale a été décalée et on a un an de plus pour travailler.
l'explosion du 4 août arrive. Et voilà, il y a cette phrase que je peux lire parce qu'elle est comme tous les accidents, du plus banal au plus tragique, des catastrophes naturelles aux sinistres industriels et chimiques, mais aussi l'accident heureux. Du coup de chance au coup de foudre, l'accident, c'est la surprise, l'effet de sidération, ce qui survient inopinément, ce qui arrive. Voilà. Alors, cette image-là, c'est celle que je trouvais être la plus puissante, la plus forte de l'explosion. C'est une image scientifique qui vient de la NASA et qui montre, on va dire, la blessure dans la ville. Et en réalité, tout ce qui a été détruit, ce rouge qui est là. Et parler de l'explosion, c'est très difficile. Et puis je ne pouvais pas ne pas en parler. Et en même temps, je ne voulais pas en parler comme ça de façon explicite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait cette empreinte, cette blessure. Donc, vous voyez en noir et blanc l'extrait de cette empreinte. Et comme par hasard, enfin, elle est venue rejoindre en fait par sa forme justement ces antiformes de Paul Virilio. Alors Paul Virilio, c'est les antiformes, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'accident et on en reparlera. Mais ces tableaux-là, donc qui sont exposés, donc un emprunt du Centre Pompidou, c'est un travail qu'il a fait dans les années 60 où Paul Virilio peignait des tableaux il posait des objets, il peignait le vide entre les tableaux. J'en parlerai plus tard, je voulais lire juste un petit extrait parce que c'est dans le livre et c'est Sophie Virilio qui explique. Pardon, je le fais rapidement en me retournant. Je profite parce que je vais faire quelques... Merci. Elle a écrit un très beau texte qui s'appelle « Un certain vide », mais en un seul mot. Voilà, Incertain, I-N-C-E-R-T-I-N, qui était le titre que Paul Virilio voulait donner à cette exposition sur laquelle on travaillait. Entre la forme et les antiformes, il y a une disparition. Nous sommes le 16, encore un 16, septembre 1943. Il est 16h35 à la verticale de Nantes. Les bombardiers alliés larguent 600 bombes. La ville chavire, s'efface. Elle est devenue métastable. Plus d'alignement de façades, de rues, de places, de perspectives. Le décor urbain a laissé place au ciel, à la transparence, au vide. Paul Virilio n'est qu'un enfant, mais il n'oubliera rien. Pour lui, la peinture est un questionnement, de la même façon que l'écriture est une interrogation avant d'être discours. Je saute. C'est la naissance des antiformes. 10 ans durant, Virilio explora ces intervalles entre les choses, ces entre-deux, entre-quatre, il les appelait entre-deux, entre-trois, entre-quatre, avant de se tourner vers le territoire et son architecture. Tout est lié, tout est lien, comme ces tableaux, comme ces tableaux-là, ce sont à ces oliviers cryptiques millénaires mis en scène. Bon, il parle de moi, je ne vais pas parler de moi. Je continue. Donc je vous passe. Alors vous voyez la similitude entre ces toiles, entre les photogrammétries des arbres. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en relation l'ensemble de ces formes. C'est-à-dire qu'il y a l'empreinte de la déflagration. Et donc dans ce chemin qui va nous mener dans l'exposition depuis les antiformes jusqu'à la pièce centrale, il y a une sorte de métamorphose de forme qui va commencer par la déflagration et rejoindre une empreinte d'un arbre en passant par différentes antiformes. Et si ça marche, vous allez voir ça en mouvement. Voilà. Et vous comprenez donc cette image. Donc on a au sol, et on vous verrez dans l'exposition, cette transformation de forme qui va se matérialiser par la géométrie parfaite de la rotonde et qui va, elle, se tenir debout. On se trouve à Venise, donc ce fameux lieu qui est une série de magasins de sel, des greniers à sel qui se trouvent sur les Atterrés et dont un nous a été
proposé pour installer notre pavillon. Donc le pavillon se déroule en 4 temps. Le premier qui parle des mythes, du mythe et des antiformes, donc ces arbres, encore une fois, les photographies et les antiformes. Ensuite, vous allez voir le passage au sol à l'échelle 1 de l'empreinte de la déflagration et de cette série de formes. La pièce centrale et au bout, le triptyque où est présenté le film d'Alain Fleischer. Voilà, je vais les passer rapidement parce que le mieux, c'est de dérouler. Moi, j'ai présenté la première partie un peu comme le premier livre. En fait, il y a cette référence biblique. Au sol, il y a ces empreintes qui ont été faites avec du verre. Vous les verrez. Le film d'Alain, alors on peut raconter quand même l'épisode parce qu'on est venu. C'est un deuxième. Il y a une série de miracles dans ce projet. Le premier a été vraiment de pouvoir signer avant cette révolution, mais on avait prévu de partir ensemble à Beyrouth le 29 février, je crois. Et donc quelques jours, que dis-je, avant le confinement, Alain on atterrit à Beyrouth et de façon tout à fait inattendue, on a eu une tempête absolument incroyable et on avait réservé, tout le monde nous attendait, toutes les équipes pour monter, donc filmer ces oliviers. Et quand on est arrivé, il y avait en plus de la tempête, il y a vraiment une tempête de neige. Et on n'était absolument pas équipés, mais c'était tellement beau qu'on a quand même filmé. Vous allez voir le résultat. Et on a eu le temps de rentrer, mais vraiment quelques jours à Paris, le temps de monter rapidement au Frénois, et puis tout s'est arrêté. Donc voilà, on en reparlera après, tu raconteras plus de détails de ça. La pièce centrale, encore une fois, donc je disais, cette structure nomade qui abrite et qui a les 16 peintures poème en peinture, j'aime bien dire, de Etel Adnan. Là, je montre, on en reparlera dans le film. Là, je montre le montage de l'installation et quelques photos, mais on aura un film plus explicite. Là, on voit par exemple en haut l'olivier filmé par le plus grand olivier. Ces empreintes au sol ont été faites avec un souffleur de verre qui a donc fait des formes qui sont en lien avec ce dessin qui a été donc qui montre cette progression et qui sont posées directement sur la pierre et qui viennent ensuite se rapprocher de cette pièce centrale debout. Ça, c'est mieux quand ça bouge, mais c'est un extrait des films, les images de... Et j'ai montré, en fait, en lien avec les antiformes, les photogrammétries des arbres. Pardon. Ça, c'est un projet, donc on a le projet de faire voyager ce pavillon. Donc, il va être accueilli dans quelques mois, une partie au Palais de Tokyo, juste à côté, et puis à l'abbaye du Miège. Donc il va, en fonction des lieux, prendre différentes formes. L'abbaye du Miège qui est assez extraordinaire parce que justement c'est une cathédrale qui a perdu son toit. On en reparlera. Voilà, là il y a une musique dont je n'ai pas parlé, mais elle a été composée spécialement pour le film avec Sando Collective, dont on a fait un vinyle, et le livre qui raconte cette histoire. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être passer le film des Oliviers d'Alain avec un très beau texte qu'Alain a écrit et que tu dis. L'ambassadeur du Liban que j'ai vu arriver là-bas et qui est masqué. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. On lance le film ? Oui.
Le vide est-il représentable? Sans la représentation de ce qui le borne, le contient. Il faut un plongeoir pour se jeter dans le vide. Et si l'éternité est au temps ce que le vide est à l'espace, ne faut-il pas de la même façon représenter ce qui la contient, ce qui la borne? Ne faut-il pas un plongeoir d'où se jeter dans l'éternité? Les 16 oliviers millénaires de Psha'aleh, dans la région de Batroun, au Liban, sont des êtres vivants qui ont dépassé l'âge de leur mort. Ils sont si près de l'immobilité parfaite depuis si longtemps qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Ce n'est pas la vitesse qui les emporte irrémédiablement à travers l'espace, c'est une lenteur extrême qui les immerge définitivement dans le temps. Trop tard pour mourir, ils ont plongé dans l'éternité, ce vide du temps. Ils n'appartiennent plus à un paysage, fût-il biblique, ils sont les personnages d'une légende, c'est-à-dire d'une réalité qui, contrairement aux fictions ordinaires, ne s'inscrit dans aucun espace, dans aucun temps, fussent-ils imaginaires. Ces oliviers sont des organismes bien réels, bien vivants. Ils donnent des feuilles et des fruits depuis plus de 1000 ans. Mais ils ne se développent plus dans l'espace, ils ne se prolongent plus dans le temps. Ils sont une matière vivante mais immobile, végétale mais pétrifiée. Leur vie est si ralentie qu'elle ne peut plus s'arrêter. Leur matière est si dense dans l'espace qu'il n'y a plus de place pour le vide qu'en dehors d'eux. Ils sont un plongeoir pour se jeter dans le vide. Ils sont un appui pour s'adosser face à l'éternité.
L'éternelle jeunesse est un rêve illusoire que vient corriger, avec les oliviers de Pshaaleh, l'éternelle vieillesse, le défi de l'âge au temps, de la matière au vide. Pour représenter ces arbres, parvenus aujourd'hui au bout de leur âge, à la fin du mouvement de leur croissance, il fallait un art du mouvement et du temps, le cinéma plutôt que la photographie. Photographier la glace, c'est geler et figer l'eau une seconde fois. La filmer fixement, c'est rester attentif à ce qui vit et ce qui bouge en elle, l'hypothèse de sa fonte. Filmer les oliviers de Pshaaleh a consisté à les réveiller à peine, très doucement, de leur sommeil, à les caresser par une lumière qui les replace dans l'espace et le temps, après avoir fait le vide autour d'eux, c'est-à-dire le noir, les avoir plongés dans la nuit des temps. Redonner à la pierre sa plasticité d'origine, réveiller le temps dans l'éternité, faire vibrer le vide dans l'espace, animer la lumière dans la matière.
Alors, cette séquence dans le lieu de l'exposition, de l'installation, elle est presque religieuse, je dirais. Il y a quelque chose là qui nous prend. Je voudrais signaler déjà que le texte on peut le retrouver dans le livre. Hein. Voilà, très très beau texte justement sur les oliviers comme piliers du temps. Donc ça, on voit bien que ça structure beaucoup de choses. Et l'idée justement on a bien compris pour des raisons techniques, mais ça dramatise l'espace aussi. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de faire prendre conscience là de la puissance de ces arbres qui, vous avez l'air de dire que le contexte est moyen, comme on dirait, mais ça les extrait de cette réalité. C'est assez fantastique, c'est presque irréel, non? Oui, il fallait les mettre en scène, il fallait les mettre en lumière et les faire surgir de la nuit. Donc c'était l'idée maîtresse de ce film, c'est-à-dire au lieu de filmer les oliviers d'une façon réaliste dans leur site avec tout ce qu'il y avait autour d'eux, y compris de négatif, les isoler de l'espace, les isoler du temps, les plonger dans la nuit et les tirer de cette nuit par une lumière en mouvement. Voilà, la nuit étant l'équivalent du vide au niveau de la lumière. Et il faut dire que quand même dans l'installation de Venise, le film n'était pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait 3 écrans géants, Oui. avec de chaque côté les plans des oliviers en mouvement, éclairés par cette lumière mouvante, et au centre, le gros plan sur les troncs parcourus en panoramique de bas en haut. Voilà, et c'était le bout du parcours sur ce grand triptyque. Voilà, et pour que ce film puisse exister sous une forme facilement présentable, j'en ai fait ce montage où les plans sont alignés les uns derrière l'autre au lieu d'être disposés dans l'espace. Et j'ai ajouté cette voix, puisque dans l'installation de Venise, il n'y avait pas de voix. Non, il y a juste la musique. Il y a la musique. C'est cette musique qui est là et qui est en effet dans sa lente amène à cette progression et jusqu'au détail. On est pris par le lieu, même si on ne le connaît pas, même si on ne sait pas que ces arbres sont millénaires, parce que le décodage que tu viens de donner, on ne l'a pas quand on est sur place, mais on est objectivement pris par ça. Ou alors on est terriblement insensible. Enfin, il y a quelque chose de très puissant dans cette installation. Et ce qu'il faut dire au public, c'est que l'architecture que tu as posée au milieu de cet espace, donc cet octogone ouvert, précisément, met en dialogue les œuvres de cette peintre-poète, je ne sais pas vraiment comment dire, enfin les deux ensemble, et puis le travail de l'artiste cinéaste qui, justement, là, il y a, je trouve, la fusion de plusieurs disciplines artistiques. Il y a comme une sorte de rendez-vous sur le pavillon libanais. C'est comme ça que tu l'avais imaginé, cette fusion, ces connivences. Oui, elles sont multiples. Effectivement, la musique y participe beaucoup. Donc, mais il y a aussi la relation, il y a une mise en regard qui commence par les de Poirot et les toiles d'Ethel. C'est vrai qu'il y a des dialogues multiples. D'abord, celui-ci, les arbres avec les antiformes avec ces différentes formes au sol. Ensuite, effectivement, cette série de peintures, cette introduction par le film et regarde ce film qui est effectivement sombre parce qu'il est filmé dans la nuit, et quand on entre ensuite dans cette rotonde, c'est une explosion de couleurs, et donc il y a aussi cette séquence, parce que c'est une série de séquences effectivement, et donc on termine par par ces couleurs et par cette là justement, en tant que cinéaste, tu n'as pas été pris par justement ce concept séquentiel très cinématographique en fait, hein, presque un travelling dans l'espace de magasin. En effet, si on peut dire le périmètre du pavillon est tout en longueur, ça amène à un travelling quelque part. Oui, c'est une exposition qui est entièrement scénarisée.
elle se lit comme un scénario avec tout ce qu'a raconté Ala. Moi, au début, je n'ai pas tout de suite compris que j'allais prendre place dans un scénario, mais que j'étais un artiste invité en quelque sorte. Mais c'est vrai que dans le parcours qu'a créé Ala, il y a cette avancée qui commence par d'ailleurs les arbres photographiés et qui va jusqu'aux arbres en mouvement, dans cette espèce de faux mouvement qui est un ralenti extrême, et dans cette lumière qui les met en mouvement. Donc la grande différence avec du cinéma, c'est que c'est une installation, c'est-à-dire que ce sont des écrans dans un espace et on entretient avec eux une autre relation. D'abord, il n'y a pas un début et une fin. On est immergé dans cette continuité en boucle. Et puis, c'est une image qui nous dépasse. L'échelle est tellement grande, les écrans étaient géants. Il faisait 7 mètres de haut à peu près. On pourrait voir peut-être le film de l'installation. Voyons-le. Je signale parce que Alain a parlé au passé, mais l'exposition est encore. Oui, j'ai bien dit jusqu'au 20 novembre. Parce qu'il a dit à l'été. Voilà, il faut y aller pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Alors là, oui, on peut applaudir. Ce qui m'a frappé quand j'ai rentré dans justement ce pavillon, entre guillemets, c'est à quel point l'adéquation entre le titre et la réalité. C'est-à-dire que quand on rentre, les gens se taisent. Les gens ne parlent pas, comme s'il se passait quelque chose. Ils ne comprennent pas quoi au début. Hein. Et ils avancent, ils vont jusqu'au bout. Et là, ça impose, je ne dirais pas le respect, mais en tout cas le silence. Vous voyez, quelque chose qui... Là, je trouve quelque chose de très très fort, c'est d'arriver avec des choses assez abstraites comme ça au début, tout au moins, parce qu'on va parler des antiformes de Virilio. Et puis, ensuite, évidemment, on arrive sur les piliers dont Alain nous a fait le portrait. Alors, une question. Quand Sarkis il dit « How we live together », il pose la question du vivre ensemble. Voilà. Et l'ensemble de la Biennale répond d'une manière plutôt sociologique, plus qu'architecturale. On voit bien, assez peu constructive, je veux dire au sens système de construction, ou peut-être le pavillon américain qui l'exprime très très bien, mais autrement, on parle de bien d'autres choses. Mais là, on est ailleurs, on est vraiment ailleurs, même en marge de... comment tu as, j'allais dire, pris ce biais est-ce que vous en aviez parlé avec Sarkis de ce que tu comptais faire, ou est-ce que justement c'est en réaction à ce thème un peu attrape-tout, puisque c'est un thème tellement développé. Mais là, il nous emmène ailleurs. Donc ça, c'est une vraie question, parce que ça singularise le pavillon libanais. Oui, effectivement. Alors non, je n'ai pas parlé avec Hachem Sarkis. Effectivement, ce thème, mais je parlais de l'enjeu d'une biennale ou d'une exposition tout court. Et c'est vrai que Paul Virilio le dit pour le citer, que c'est l'exposition, c'est une expression visible de la pensée et que c'est un art révélationnaire. Je pense qu'on a une responsabilité, enfin surtout dans une biennale où il y a un thème, où il va y avoir une centaine, sinon plus, de réponses à cette question, de faire quelque chose qui va au-delà de la question. Et je pense que de faire quelque chose qui est justement de l'ordre du sensible et de créer de l'émotion. Alors, comment créer de l'émotion ? C'est vrai que c'est pas juste répondre à un... Alors évidemment, on y répond. Et ma réponse, j'ai envie de dire, elle n'est pas contre, mais c'est vrai que pour s'entendre, il faut se taire. Ou pour vivre ensemble, je pense qu'il faut commencer par se taire. Ou en tout cas, c'est par le silence. Je ne sais pas ce terme, mais en tout cas, c'est à travers le silence. Et je pense que le silence est fondamental. Donc voilà, je revendique ce droit-là au silence, et je pense qu'il est la réponse, si on veut, à cette question. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pour parler de l'émotion, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le générique, il y a la liste des œuvres qui sont exposées. Donc il y a Etel Adnan, Fouad El Khoury, Alain Fleischer, mais il y en a une qui est à la fin, qui est le lieu lui-même. Et j'expose le lieu aussi. Et ce lieu qui est déjà rempli d'une certaine puissance, et l'émotion que tu as pu y ressentir, j'en suis ravie, mais elle est aussi due à ce lieu. Avant même d'y poser quelque chose, il se passe quelque chose. Et je ne l'ai pas choisi par hasard. Le lieu est très fort. Hein. Oui, mais il n'a pas été choisi par hasard, ses proportions, mais il a des proportions assez exceptionnelles. Il est au bord d'un canal avec un quai extrêmement étroit. Et quand je l'ai vu la première fois, il y avait une réflexion de la lumière qui rentrait à l'intérieur. Enfin, c'était assez frappant, parce qu'il y a un jeu de lumière, à part sa résonance, qui est très très fort. Donc oui, religieux, peut-être plutôt spirituel, spiritualité, je dirais, qui effectivement rend, mais j'ai envie de dire, toute architecture devrait être comme ça, en tout cas provoquer cette sensation. Donc voilà, donc c'est un peu un petit manifeste d'architecture que je propose. Non, mais c'est intéressant parce qu'on dit souvent, par les temps qui courent, que les architectures sont un peu trop bavardes parfois, un peu trop narratives. Et là, il y a quelque chose qui amène à beaucoup plus de calme, de sérénité quelque part. Est-ce que
est-ce que là, on sort de la question purement libanaise avec j'allais dire, avec son contexte extrêmement dramatique. Oui, Mais oui, il y a un contexte, j'allais dire, planétaire, non? Absolument. Alors oui, sérénité, c'est tout à fait ça. Alors le toit pour le silence, ce titre a été donné justement pour parler de ça, mais il a aussi pris un sens tout autre au moment après l'explosion, parce que justement ces centaines de milliers de personnes qui avaient perdu leur toit et ce besoin justement de calme, de sérénité, de silence. Voilà, il y a toutes ces significations dans ce thème-là, dans ce titre-là. Alors, je crois que c'est avec Laura Adler, tu as dit à propos des pièces de verre, tu as parlé, ce sont des larmes de verre, d'une certaine façon, comme si on pleurait sur Beyrouth. J'ai trouvé ça. Oui, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laura Adler. Ah, c'est Laura Adler. Voilà. Bon. C'est vrai. Bon. Mais il y a de ça. Oui, sûrement. Enfin, oui. Non, mais donc la question du silence. Voilà en effet, là aussi, c'est très cinématographique, les silences. Non, il y a quelque chose qui interpelle l'homme de cinéma que tu es, non? Le silence. Oui, je dois dire que j'aime le cinéma muet, ou en tout cas le cinéma silencieux. Et voilà, à ce moment-là, son portable tomba. Oui, ce que j'aime le moins au cinéma, c'est la parole. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les films par exemple sur la danse, filmer des corps qui ne parlent pas, alors que filmer des acteurs, filmer des fictions, c'est filmer de la parole. Et ça m'intéresse beaucoup moins que filmer des corps ou des lieux ou des espaces. Des arbres. Ou des arbres, oui. Filmer des arbres, c'est extraordinaire, hein, parce que ils prennent la pose parfaitement, ils ne bougent pas, on peut en faire ce qu'on veut. On peut les éclairer, on peut faire bouger la lumière sur eux. Vous avez vu qu'en plus de ça, on a eu la chance en une nuit ou 2 nuits, je ne sais pas de tournage, de voir passer toutes les saisons. Donc le temps s'est accéléré en l'espace d'une nuit. Il y a eu la neige, le vent, les éclairs, la pluie, enfin bon. C'était tout à fait étonnant de travailler sur cette question du temps, dans le temps d'une nuit accélérée, alors que le temps qu'on montre est un temps ralenti. Le temps des oliviers est un temps ralenti à l'extrême. Voilà, et c'est très fascinant de filmer des arbres comme aussi de filmer des sculptures. C'est un peu du même ordre. Et voilà, j'ai fait ça sans trop savoir en réalité quelle place ça allait avoir. Enfin, Alla m'avait parlé déjà de son projet, mais je ne me représentais pas la scénographie réelle. D'abord, elle n'avait pas encore trouvé le magazine Elissal, et quand on a fait le film, donc on ne savait pas qu'il y aurait cet espace très, très scénarique, oui, qui conduit d'un début à une fin, qui est très vectorisé, comme ça on entre dans le lieu et on arrive au bout. Et donc c'est très narratif, c'est très... voilà. Donc je ne savais pas à l'époque que j'allais conclure le parcours, mais j'ai filmé ces arbres, oui, voilà, comme on filme des acteurs muets ou des danseurs immobiles. Alors là, évidemment, la question de l'architecture au milieu, et tu as montré des dessins, tu as montré toutes les études et autres. Évidemment, il y a une référence auquel on pense tout de suite, le rapport entre l'architecture et l'art. Précisément, c'est la chapelle Rothko de Philip Johnson. Donc, est-ce que ça a été quelque chose qui a dit, bon, parce que l'octogone, je crois que on revient à cette forme qui met en relation les choses, hein, donc les Rothko ne sont pas des tonneaux, mais quand même, il y a quelque chose là dans le rapport architecture-art qui... Oui, évidemment, bien sûr que j'ai pensé à la chapelle Rothko de
de Philip Johnson. Mais quelque part, elle s'est imposée, cette forme. Elle est venue, cette double forme et cette idée, elle s'est, oui, elle est venue se poser toute seule. Et puis il y a aussi la lumière qui est très très importante. C'est-à-dire cette forme, elle a été complètement dictée par la façon à la fois de rentrer, de faire entrer les personnes, mais aussi de faire entrer la lumière. Et dans d'autres situations, elle va se trouver dans des espaces extérieurs, et donc on jouera avec la lumière naturelle qui changera un petit peu les choses. Et le fait, et d'ailleurs, cette forme-là, enfin cette pièce, ne sachant pas que j'allais être dans ce lieu, au départ était à l'extérieur. Je l'avais imaginée en briques. Enfin, elle n'était pas en verre au départ. Mais en même temps, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'elle peut prendre des formes et des matières différentes en fonction de sa situation. Et c'est justement sa force. Donc, et c'est ce qui va se passer d'ailleurs dans son parcours, si jamais elle a l'occasion de trouver d'autres ancrages. Justement, tu as donné au moins 2 pistes, le Oui. palais de Tokyo, notre cher voisin. Oui. Et donc là, dans cet univers, en effet, qui nous renvoie à la Fémis au passage et autres, c'est assez intéressant. Les anciens lieux de cinéma qui deviennent des lieux d'architecture et d'art contemporain. Et puis, Jumièges. Alors, Jumièges, c'est fascinant parce que c'est quand même une ruine. Donc là, évidemment, on fait le lien avec, j'allais dire, la fameuse déflagration dont je parlais tout à l'heure. Non, il y a quelque chose de... Oui, ça va être extrêmement puissant, là encore. Oui, c'est formidable parce que c'est complètement inattendu. C'est vrai que ça a été une proposition qui m'a été faite, donc d'exposer. Alors là-bas, au départ, c'est une abbaye normande. C'est une abbaye normande qui est à 20 minutes de Rouen. Et effectivement, parce que ils ont vu le projet, ils l'ont aimé, ils m'ont proposé d'aller visiter le lieu et ils m'ont emmené voir cet endroit où ils ont l'habitude d'exposer, de faire des expositions de photographie. Et donc, en traversant le lieu pour aller dans ce fameux logis abbatial où ils font les expositions, j'ai dû traverser cet abbaye, mais je me suis arrêtée là en disant, mais je ne vais pas aller plus loin. C'est absolument ici où, justement, je voyais ce ciel découpé par ce toit inexistant. Enfin, il y avait toutes les raisons d'être dans ce lieu-là. Et donc, on a effectivement le projet d'y installer une version extérieure du pavillon l'année prochaine, j'espère. Alors venons-en aux antiformes, parce que les antiformes, il n'y a vraiment que les initiés qui peuvent savoir à quoi ça renvoie. Est-ce que tu as apporté quelques livres là, des livres, on pourrait dire presque cultes de notre ami Paul, L'horizon négatif, L'insécurité du territoire. Effectivement, le premier chapitre de l'insécurité du territoire en parle beaucoup, mais pour parler des antiformes, personne mieux que Paul Virilio ne peut le faire, donc je propose de lire un tout petit extrait qui en parle. J'ai conscience que ce sont les mouvements de mon corps qui produisent et détruisent ce paysage des transparences. Un peu comme le voyageur du train voit bondir les arbres, les maisons, se courber les collines, par ma vitesse propre, la plus faible soit-elle. Je forme ou je déforme ces parcelles de vide, ces trouées, ces creux. C'est un jeu de construction que j'élabore sans accessoires, simplement en étant ici ou là. Ces formes de la transparence ont un autre mérite. Elles laissent voir au travers de la succession des plans d'autres formes. Il y a des creux dans les creux, des intervalles dans les interstices. Ces successions de plans, de seuils, composent une complexité transparente comme un miroir, mais un miroir qui ne serait pas un cadre, un miroir que l'on pourrait contempler en continuité sous tous les angles, devant, sur les côtés, derrière, une boule de cristal où l'on devinerait l'avenir des formes. Je décidai donc de partir à la chasse aux figures d'intervalle. On parle d'entre-deux, l'entre-deux-mer par exemple. C'est un terme courant, mais ce chiffre n'est que le premier de la rencontre. Entre 3, entre 4, entre 30, entre 100. Ceux-ci sont tous aussi réels, même s'ils s'échappent généralement de notre observation. Cet échappement, c'est justement ce que j'allais chasser. Je désirais débusquer l'antiforme. J'étais persuadée qu'il en existait des espèces, des familles, des races inconnues,
inaperçues, et j'étais bien décidée à les découvrir et à les recenser. Je savais maintenant qu'elles se dissimulaient partout, comme dans ces jeux de dessin où l'on doit deviner la silhouette du faisan au milieu des traits du chasseur, en observant l'image sous tous ses aspects. Je décidai de contempler mon milieu sous toutes ses facettes. La réalité était devenue brusquement kaléidoscopique. Je n'étais plus dans ce désert urbain aux formes identiques, répétitives et figées dans une pseudo-éternité. J'étais dans l'arborescence des contreformes. Je naviguais au creux des intervalles dans la transparence. Cette transparence que j'avais découverte pendant la guerre, dans la destruction des décors urbains, je m'apercevais maintenant que, fragmentée, éclatée, elle subissait dans la reconstruction qu'il suffisait de vouloir pour voir. Elle subsistait dans la reconstruction et qu'il suffisait de vouloir pour voir. J'avais acquis la liberté de m'orienter dans l'univers formel. J'avais le choix non plus seulement entre le négatif et le positif, terme arbitraire, mais entre la forme et sa génération, l'antiforme. Je partais à l'aventure et à la découverte de cet héritage enfoui dans la vision quotidienne, comme la lettre cachée d'Edgar Poe, cachée dans l'évidence. Alors, je rappelle, c'est une série d'huiles qu'il peint dans les années 60-62, hein. Pas tellement après, hein, je crois que après il fait autre chose. Oui. Et notamment, il rencontre Claude Parent, développe la fonction oblique, architecture principe et autres. Ça, on connaît très très bien dans cette maison, ici à la Cité de l'Architecture. Mais là, c'est une production à part, justement, qu'il renvoie aussi déjà à son travail de maître verrier aussi, de travailler cette matière, c'est assez peu connu, hein, les antiformes. Très peu connu, mais c'est intéressant de les voir justement en prémonition, j'allais dire, de toute sa réflexion qu'il allait ensuite appliquer à l'espace urbain et au territoire. Et c'est très intéressant, oui. Alain, vous vous étiez rencontré avec Paul Virilio une fois. Évidemment, toi qui es un ami de Jean Nouvel, il est évident que vous avez dû vous croiser. Ou alors, ça ne se serait pas fait? Non, on ne s'est pas croisé. C'est très étrange parce qu'on avait beaucoup de connaissances communes. Oui. Mais non, on ne s'est pas croisé. J'ai connu son œuvre à l'époque où je faisais des études avec Roland Barthes ou Lévi-Strauss. Et c'était quelqu'un que j'avais envie de rencontrer, mais qui malgré tout était dans une autre sphère que la mienne. Alors qu'il était quand même en plein dans les sciences humaines, qui étaient ces disciplines tellement à la mode à l'époque de mes études, où les amphithéâtres étaient pleins pour un cours de phonologie de Martinet, ce qui n'était pas la discipline la plus sexy, je dirais. Non, je ne l'ai pas croisé. J'ai connu ses livres assez vite. J'étais très intéressé par ses photographies des bunkers. Bunker archéologie, un livre culte s'il en est. Voilà, oui. Donc ça, c'est peut-être en tant que photographe que j'avais été d'abord attiré par son travail, la découverte de ces images, de ces formes abandonnées et néanmoins résistantes. Mais non, on ne s'est pas croisés. Alors c'est étonnant, parce que théoriquement, je le regrette, oui. Je l'aurais parié. Mais alors toi, à l'école spéciale, puisque c'est un de tes professeurs, pour ne pas dire le professeur, et pour ne pas dire le mentor, hein, parce qu'on voit bien à quel point la place qu'il occupe, hein. Est-ce qu'il parlait des antiformes à ses étudiants ou bien non, il était déjà... Non, jamais, pas du tout. Non, j'ai découvert ces antiformes vraiment quand je l'ai vu fréquenter après, chez lui, justement. Il m'avait montré ses peintures. Non, il parlait de tout. Enfin, bon, c'est vrai que j'ai été son élève pendant plusieurs années et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il avait l'habitude de nous faire plusieurs étapes d'un projet. On commençait toujours par un mauvais projet, un bon projet et ensuite un projet au-delà. Alors, j'ai pas eu le temps de faire un mauvais projet pour
la biennale. Donc le mauvais projet était une étape obligée. Il fallait. Absolument, mais c'est intéressant de voir que le mauvais projet n'est pas toujours tout à fait mauvais. Mais il y avait effectivement cette progression. Mais il nous enseignait beaucoup plus que l'architecture. Enfin, c'est quelqu'un qui a complètement structuré nos esprits et il nous a surtout appris à penser. Oui. Oui. Voilà. Donc, et d'être donc en phase avec le monde. Hein, oui. Et puis il a été en avance sur tout. Alors là, on est en train de travailler parce qu'on a monté avec quelques anciens et puis sa fille, Sophie Virilio et d'autres complices, une revue Dromologie dont on a sorti le premier numéro sous la direction de Thierry Paco. Et on est en train déjà de travailler sur le deuxième, dont le thème est celui de l'accident, et qui était un de ses grands thèmes. Un grand sujet. Voilà. Et donc, c'était toujours Hannah Arendt, l'envers et l'avers de la médaille, l'envers du progrès, c'était la catastrophe. C'était ça, donc l'accident dont il a dit tout à l'heure, la citation que tu as faite, il y avait aussi l'accident heureux. Absolument, oui, il n'y a pas que des accidents. Ça pouvait arriver aussi. Il n'était pas dans un catastrophisme, il était assez pessimiste. Non, mais quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, enfin, il y a quand même beaucoup à dire sur ces sujets. Donc on se retrouve tous justement pour le dernier week-end avant le démontage de la Biennale, le 19 novembre, pour parler de ce sujet à Venise et lancer la réflexion. Et puis il y a le sujet du musée de l'accident aussi dont il a parlé, dont j'ai modestement accepté d'être l'architecte. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire encore parce que c'est un sujet en soi qui remet en cause la notion même de musée. Mais voilà. Oui, il va falloir faire un programme comme dit l'autre. Ouais, absolument. Plus qu'un problème, trouver un lieu. Voilà. Donc c'est. Est-ce qu'il y a un programme? C'est une belle utopie, non, ça, le musée de l'accident. Pour le moment, c'est une utopie, oui. Ça te parle, ça, le musée de l'accident, le musée de l'accident, pas directement. L'accident en cinéma, c'est très intéressant, puisque on sait que le cinéma repose sur la question du montage, et que voilà, une erreur de montage est un accident, ou je ne sais pas, où il peut y avoir des accidents au tournage. Donc la question de l'accident est très présente dans le travail du cinéaste. Par contre, toute la théorie du montage qui essaye d'éviter l'accident par un système de raccords calculé, maîtrisé, ce qu'on appelle le champ contre champ, ou les raccords dans l'axe, ou les raccords dans le temps, ou le gros plan, le plan large, en fait, tout ça, c'est absolument inutile parce qu'au cinéma, on peut mettre n'importe quoi avec n'importe quoi, ça raccorde toujours. C'est-à-dire que vous mettez une image d'un troupeau de brebis dans Paris, et puis derrière, une image de Sophia Loren dans les rues de Rome, et ça raccorde. Il y a un mystère du cinéma qui fait qu'il enjambe l'accident tout le temps. Il y a une force du flux cinématographique, du flux des images et des sons qui fait que ça enjambe tout accident possible. Et le faux raccord, ça n'existe pas. Ce qui serait un accident au cinéma, c'est le faux raccord. Et en fait, ça n'existe pas. Tous les raccords sont bons. Quand on a du talent. Pas seulement, c'est une des caractéristiques des images cinématographiques, c'est que vous savez, il y a des scripts, par exemple, ce qu'on appelle les script girls au cinéma, qui s'attachent à veiller à ce que les choses soient absolument identiques d'un plan à l'autre. Par exemple, un acteur qui fume, bon, on le filme dans un plan, puis on coupe. Il faut que dans le plan suivant, la cigarette soit exactement consommée au même endroit pour que ça raccorde. Tout ça, ce sont absolument des balivernes, parce qu'on pourrait changer la cigarette par un cigare, ça marcherait pareil. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de cigarettes au cinéma, quand même. Non. En architecture, c'est pas du tout pareil. Hein. Je peux te dire que les raccords, il n'y a rien de pire qu'un mauvais raccord. Et alors, les chameaux, on appelle ça des chameaux en architecture. En architecture, un mauvais raccord. Entre un plafond et un mur, un mauvais joint, il n'y a rien de pire. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. Ah ouais. Oui, il y a des mauvaises rencontres, on pourrait dire, hein, quand les choses ne s'accordent pas très bien.
On va peut-être prendre quelques questions dans la salle, si vous en êtes d'accord. Parce que j'imagine que tous ceux qui ne sont pas allés à Venise, là, ont été un peu, au moins, interpellés par cette installation, création, œuvre nomade. Hein. Vous avez bien compris que c'est un pavillon nomade qui va vite nous rattraper. Qui voudrait poser une question, intervenir? Madame, attends, on vous tend un micro. Je viens de lire que vous avez été, vous êtes maintenant le nouveau président de l'Institut du monde arabe à Tourcoing. C'est vrai? Alors pourquoi on ne fait pas aussi l'expo à Tourcoing? Pourquoi on ne le fait pas? C'est pas l'exposition de Pourquoi pas? Ça n'a pas été envisagé, mais pourquoi pas, oui. Voilà. Dans le Nord. C'est un institut qui est une annexe de l'Institut de Paris. Oui, je sais. Oui. Voilà, et qui était présidé par Gérald Darmanin jusqu'au moment où, étant ministre, il a dû démissionner. Et il m'a demandé de prendre sa suite mystérieusement parce que moi, je ne suis pas ministre. Et puis, voilà, je n'avais jamais pensé m'occuper de cet institut qui est par ailleurs passionnant. Il y a un potentiel pour en faire une belle architecture. Pour le moment, c'est dans une ancienne piscine, un peu comme la piscine de Roubaix, là, qui est devenue un musée. C'est un lieu tout à fait extraordinaire qui a un potentiel de métamorphose très, 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 très grand. Et je me suis d'ailleurs tourné immédiatement vers Allah pour la consulter sur ce projet. Oui, donc je n'ai accepté d'ailleurs la présidence de cet institut qu'à condition que je m'occupe du projet d'architecture, parce que sinon, gérer le quotidien, il y a une directrice qui le fait très bien. Donc je vais m'attacher à la réalisation de ce projet, de métamorphose de l'Institut du monde arabe de Tourcoing, à partir de sa piscine d'origine. Ouais. Juste un dernier mot, à Jumièges, on avait fait il y a quelques années une magnifique exposition sur les ruines de Beyrouth, photographiée par Basilico, le célèbre photographe italien qui est décédé. Donc ce ne sera pas la première fois que le Liban est présent à Jumièges. En effet, il y a des magnifiques photos de Basilico. Ouais, mais Jumièges, c'est un haut lieu parce que c'est vraiment le lieu où s'est créée la mythologie romantique des ruines. Tout à fait. C'est-à-dire la fascination des ruines, l'apologie des ruines par les romantiques est née à Jumièges. Mais pour une exposition comme la nôtre, c'était un absolu paradoxe de faire une exposition là-bas parce que c'est tout le contraire d'un lieu d'exposition. Tout est éventré, il n'y a pas de toit. Donc c'est pas pour le cinéma, c'est ce qu'il y a de pire. Hein, parce que le cinéma, il faut que ça se passe dans le noir, il faut une salle noire. Là, je ne sais pas comment on fera le noir, on fera autre chose. Donc il faudra inventer un autre cinéma qui ne se fait pas dans le noir mais dans la lumière. Oui, ça va mettre le lieu dans une lumière particulière. Oui, tout à fait. Il y a peut-être à inventer quelque chose là encore. On peut imaginer de faire l'exposition la nuit, mais bon, ça limite la fréquentation. Autre madame, on va. Avec ce qui s'est passé depuis la naissance de ce projet et au Liban, est-ce que quand vous regardez le projet, vous le validez tel quel ou vous avez envie de repartir plus loin? Vous voulez dire, est-ce que je regrette quelque chose? Est-ce que j'ai envie de continuer? De toute façon, un projet n'est jamais terminé. Il est en mouvement permanent et le fait que ce projet va voyager, il est déjà en train de prendre d'autres formes. Donc, voilà, je pense qu'il s'est bien posé là où il s'est posé et il est déjà en train d'évoluer, oui. Mais voilà. Ou alors vous voulez savoir si j'ai des regrets? J'ai toujours des regrets, oui. Un architecte regarde toujours les défauts dans ses maisons. On n'en parle pas. Non, c'est l'évolution. Oui. On va vous apporter un micro. Bouge pas, Jeanne. Oui, en fait, lorsque j'ai été nommé par le ministre de la Culture commissaire de l'exposition, j'étais président de l'Ordre des architectes à Beyrouth, nous avons monté un concours.
parce que, bon, j'ai dit, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut pérenniser les choses, il faut que ça soit une procédure normale avec un concours, un jury, etc. Bon, on a eu une trentaine de projets qui ont été présentés, qui tous répondaient à la question posée par Hachem Sarkis, comment vivons-nous ensemble, en partant de l'idée de la multiplicité des voix au Liban, la multiplicité des paroles, etc., etc. Bon. Et c'est vrai qu'il y avait même quelqu'un qui avait, qui avait monté une idée de faire une exposition qui serait in situ, c'est-à-dire il envoyait des gens avec des micros toute la journée, pendant toute la durée, pendant tous les 8 mois de l'expo, avec des micros à Beyrouth, et c'était transféré immédiatement au même moment à Venise. Donc les gens à Venise entendaient les différentes voix qui se passaient à Beyrouth. Bon, voilà. Et c'est vrai que le projet de Hala se singularisait par une réponse totalement différente. Bon. Et bon, moi, ce que j'ai compris du projet de Hala, c'est que lorsqu'il y a justement des voix aussi discordantes, parce que ces voix sont discordantes, quand il y a des voix aussi discordantes, pour qu'on puisse s'entendre, il faut faire le silence. Et c'est seulement le silence qui permet de rassembler tout le monde sous le même toit. C'est comme ça que moi j'ai compris la réponse de Hala. Hein. Et c'est vrai que c'était une réponse différente de ce que tous les autres proposaient. Est-ce que Sarkis s'est exprimé sur le pavillon? Est-ce qu'il a... D'accord. Mais non, mais totalement silencieux. Totalement silencieux. Il a été pris par le thème. On va le dire comme ça. Alors, non, c'est vrai, il aurait pu, je ne sais pas, s'exprimer, avoir une relation avec vous. Un commissaire dans une situation pareille doit avoir quelque part une situation de... Oui, de réserve, bien sûr. Mais voilà. Et puis, comme Libanais, il devait en plus avoir encore plus une réserve parce qu'il était libanais. Voilà. Bon. Alors, juste la seule chose. Parce que je connais très bien Hachem. C'était un étudiant à moi, c'est un ami à moi. Donc, voilà. C'est bien pour ça que j'insistais sur la question. Non, j'ai désobéi à Hachem. En tout cas, je n'ai pas suivi son conseil sur un sujet. C'est parce qu'il m'avait fortement conseillé d'être au sein de l'Arsenal. Il m'a dit, si tu es dehors, personne n'ira. C'est une très mauvaise idée de ne pas y être. Voilà, donc j'ai quand même été ailleurs. Bah, ça marche. Je confirme que ça marche très bien. Justement, là, être dans le off, parfois, c'est aussi intéressant parce que ça crée... on fait la démarche d'y aller. Et le bouche à oreille, là aussi, fonctionne assez bien, de dire, tiens, il faut absolument aller voir ça. Parce qu'à chaque fois, à Venise, on nous demande à tous, qu'est-ce qu'il faut voir? Donc... Non, mais c'était aussi le côté contextuel, on va dire, que je viens aussi d'une école d'architecture contextuelle, comme tu le sais, avec... les gens que j'ai fréquentés. Mais le fait d'être, justement, d'avoir son lieu spécifique était très important parce que dans l'Arsenal, avec cette séquence et puis surtout sans savoir ce qu'il y avait avant, après, c'était une raison, mais enfin la raison principale, il faut l'avouer, était une raison économique parce qu'on a quand même fait ce pavillon avec des moyens, avec pas de moyens du tout, il faut le dire, avec pas d'argent, et il y a beaucoup de choses qui ont été dictées par ça dans cette installation. Alors très sincèrement, ça ne se voit pas. C'est la magie du lieu aussi qui avale Là aussi, c'est un contexte, le contexte économique, mais on est pris tellement par encore une fois, je me répète, mais j'insiste au passage, on est pris tellement par le propos que on oublie tout ça. Et en effet, d'ailleurs, les images du travelling qu'il a réalisé montrent bien aussi la question de la matière, très très présente la matière. Oui. Non, mais j'en parle et d'ailleurs, matière, lumière.
Oui, je devrais peut-être pas en parler, mais c'est important parce que d'ailleurs, vraiment, je remercie beaucoup parce que l'école du Frénois a été salutaire. Enfin, sans l'appui de l'école du Frénois, ce film jamais n'aurait pu se faire parce qu'on a commencé avec rien. Donc c'est grâce à Alain et à l'école du Frénois qu'on a pu faire ce film et avancer son financement et le faire avec encore une fois une économie de moyens formidable. Donc je te remercie, Alain, pour ça. Alors, autre remarque, interrogation? Monsieur. Tu peux me dire la technique du verre que tu as mis sur les parois? Comment tu l'as faite? Est-ce que tu l'as fait à Venise ou ailleurs? Non, en fait, c'est un verre, ce sont des panneaux texturés, donc c'est du verre industriel. Mais justement parce qu'il composait, enfin c'est très simple, hein, ce sont un système de rails, on les pose, on peut les poser à la main, mais parce que c'est une structure qui est une architecture, donc il fallait qu'il soit trempé, et en général les verres texturés ne sont pas trempés, donc ça a été compliqué de trouver ces verres-là, et on a été chercher dans plusieurs fabricants entre l'Espagne, le Portugal et ces différentes textures. Ça a été assez compliqué à les choisir, mais ce sont des verres industriels qui ont fait l'objet d'un choix très précis et qui viennent de plein de lieux différents. Et on a fait ça avec l'appui d'une entreprise à Venise qui s'appelle Siméon et avec qui je travaille sur un projet par ailleurs, un bâtiment à Marseille. Voilà, donc heureusement, ils m'ont appuyé là-dessus. Madame? J'ai une question sur les éclats de verre au sol. Donc, Laura Adler a donné son interprétation, un peu dans le pathos, mais quelle est la vôtre? Enfin, j'ai pas d'interprétation, j'ai juste. Alors, quel est le pourquoi de ces... Oui. Non, mais d'abord, j'avais envie de travailler. Au départ, je raconte quand même l'histoire, c'est vrai qu'il y avait ces arbres et cette échelle des vides que je voulais absolument représenter. Et avant l'explosion du 4 août, l'idée que j'avais au départ, c'était simplement de mettre des traces au sol de ces troncs pour qu'on se rende compte de l'échelle. Pour vous donner une idée, il y en a un qui est aussi large que cet espace dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et j'avais imaginé faire ça avec du sel, tout simplement, parce qu'on était dans les magasins de sel et que je cherchais une matière blanche. Et quand il y a eu l'explosion et que j'étais au Liban, j'ai été voir un bâtiment qui est justement ce client avec qui je travaille à Marseille, le bâtiment de la CMA-CGM qui est sur le port de Beyrouth, qui était tout en verre et qui était totalement démoli. Et en allant dans les escaliers, j'ai vu ces éclats de verre qui étaient comme ça dans une sorte de ruisseau dans les escaliers de secours. Et tout de suite, ça m'a frappée, parce qu'il y avait de la lumière qui arrivait dessus, et je me suis dit, je vais utiliser ça pour faire mes traces. Et donc, j'ai demandé de récupérer ces verres cassés, donc qu'on a mis dans des caisses et qu'on a amenés à Venise. Donc, et j'ai été au-delà, évidemment, de la trace de l'arbre, mais pour arriver à la trace de l'arbre, je suis passée par celle de l'explosion. Et voilà, donc c'est un peu ça le processus. Après, je ne l'interprète pas, je le pose et je laisse d'autres l'interpréter. Elle a parlé de ça, de larmes, mais moi, je lui ai répondu que c'était plus un message d'espoir. Je préfère parler de ce qui est au-delà des larmes et de ce qui est debout plutôt que de ce qui est à terre. Mais pour faire aussi ce travail-là, j'ai fait appel à un souffleur de verre qui a fait un très beau travail justement de couler du verre au sol pour marquer un petit peu ces traces. Donc souffleur de verre à Venise, à Murano, j'imagine. Non, il est français. Ah. C'est il s'appelle Jérémy Maxwell Wintrebert.
Et c'est quelqu'un qui avait, j'avais fait partie d'un jury à la Fondation Bettencourt, le prix de l'intelligence de la main. Il a fait un très très beau travail et voilà, j'avais souhaité travailler avec lui sur ça. Mais il a aussi travaillé à Venise et il a un savoir-faire assez extraordinaire. Ah, l'interprétation de Jade. Non, ce n'est pas une interprétation, au contraire. Bon, pour toute personne qui était à Beyrouth le 4 août, ce qui reste, c'est la question du verre. Parce que, au-delà des destructions qu'on a vues dans les quartiers proches du centre-ville, moi j'habite de l'autre côté, hein, j'habite très loin, et les effets de l'explosion, ça a été la façade en verre de mon appartement qui a sauté. Et bon, et il faut savoir que les blessés, les 2000 blessés dus à l'explosion, en 90%, c'est à cause des éclats de verre. Donc, pour toute personne qui a vécu à Beyrouth le drame du 4 août, le verre est réellement, ce qui reste de cette explosion. Et c'est vrai que, bon, on a beau avoir nettoyé et tout, moi, il y a 3 mois, en bougeant un canapé, je retrouve encore des éclats de verre derrière le canapé. Et je crois que tout le monde a vécu ça. Donc, quelque part, la question du verre est réellement ce qui représente cette explosion. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le projet de Hala, c'est que, bon, il y a ce verre par terre, bon, des larmes, une lave, appelez ça comme vous voulez, mais il y a aussi le verre industriel qui devient tissu et qui devient quelque part porteur de lumière. Et donc ce rapport entre ce verre par terre qui est quelque part le verre de l'explosion et ce verre ensuite industriel qui, lui, est au contraire quelque chose de... Bon, je pense que c'est très intéressant le rapport entre les deux. Oui, il y a un message d'espoir, c'est clair. Hein, ce n'est pas dans une sorte de catastrophisme. Voilà, il y a quelque chose. C'est pour ça que je disais au début que le pavillon libanais, il nous emmène ailleurs. Mais il y a quelque chose qui nous élève, Donc j'imagine que pour la communauté libanaise, c'était quand même très important d'avoir aussi ce message lumineux. Non ? Oui, enfin, le Liban maintenant est devenu, enfin c'est un pays qui voyage, enfin on est devenu un peuple nomade, j'allais dire, avec tout cet exode malheureusement et voilà. Et donc ce pavillon, si on peut imaginer que c'est ce qui va porter les choses essentielles, effectivement, la culture et puis c'est un peu de son paysage. Monsieur. Vous avez beaucoup insisté durant la conférence sur la question de l'accident. L'accident, c'est un événement qui est inscrit dans le temps, qui marque un instant dans un fil continu en fait d'une éternité, mais qui marque par conséquent également un avant l'accident et un après l'accident. Ce projet il matérialise assez bien cet instant. Il parle également d'un passé d'une certaine manière, notamment avec le travail sur les oliviers. Qu'est-ce qu'il dit éventuellement d'un avenir et est-ce qu'il dit quelque chose ou est-ce qu'au contraire il reste silencieux? Est-ce qu'il faut comprendre la question au regard de la COP 26 Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Pas du tout. Pas du tout. Non. Je parle notamment concernant la catastrophe au Liban, notamment sur cette question-là. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Disons que je peux la résumer d'une certaine manière. Qu'est-ce que le projet dit d'un éventuel futur? Est-ce qu'il y a un message d'avenir dans ce projet ou pas? Une sorte de préfiguration d'un nouveau Liban, si je comprends bien la question.
Oui, non, mais je n'ai pas la réponse, évidemment. Je sais qu'il y a des choses qui resteront quand on aura oublié tout ça. Et je pense que ce qui va rester, c'est justement les choses essentielles que sont la culture. Et quand je dis et tout ce qu'elle comporte, c'est pour ça que j'ai mis dans ce pavillon à la fois la poésie, la musique, l'art. Et les idées, en fait, quand on voyage avec ce peuple nomade qu'on est devenu et qui est dans chacun de nous porte son Liban et ses idées. Donc on voyage avec nos idées et notre culture. Après, je ne sais pas, c'est vrai que le Liban, c'est aussi un paysage extraordinaire et voilà, c'est ce que j'en retiens. Je n'ai absolument aucune vision de ce que ça va être. Aucune. Merci. Oui, pardon. Je peux évoquer que parmi ces oliviers millénaires, il y en avait un qui avait été traversé par une voiture. La voiture avait eu un accident, elle avait quitté la route et elle a traversé l'arbre. La voiture est morte, mais l'arbre, il vit toujours. Monsieur. Non? Je croyais. Non, mais tu disais? Non, mais parce que quand même, le Liban est quand même aussi représenté par un arbre, comme par hasard, c'est le cèdre. Non, mais je sais que je suis un peu à côté du sujet, même complètement. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on retient du Liban surtout s'il se déplace vers le futur, peut-être parlant d'éternité, qu'on parle de l'olivier, surtout suite au texte d'Alain qui est extraordinaire. On a envie un peu de penser au cèdre juste par réflexe, un peu atavique, mais bon, je dis ça comme ça, mais je sais que ça n'a pas été. On ne va pas changer le drapeau, voilà. Mais les oliviers, c'est plus que le Liban. Donc, parlons un peu de l'olivier, c'est toute la Méditerranée, et c'est la Palestine, c'est l'Espagne, c'est le Maroc, c'est vraiment un arbre qui c'est au-delà de ce pays. Donc la révolution du cèdre, c'est l'olivier, on peut dire. Oui, pas mal, oui. Pas mal. On peut dire ça. Alors, dans le livre, il y a plusieurs textes magnifiques et puis aussi des conversations, dont une entre toi et la poète, justement. Comment s'est passée cette rencontre? C'est une dame de 96 ans. J'imagine, c'est fantastique, le regard qu'elle peut avoir. Oui, absolument extraordinaire. Enfin, c'est une femme exceptionnelle que je connais depuis un certain temps et que j'ai la chance de voir régulièrement. Effectivement, on a des conversations. Elle a d'ailleurs écrit un texte très intéressant sur le nomadisme de la culture. Mais elle a écrit beaucoup de choses formidables. Et cette conversation qu'on a, enfin moi je lui parle beaucoup d'architecture parce qu'elle raconte aussi dans ses multiples vies qu'elle a toujours rêvé d'être architecte. Et c'est vrai qu'elle parle d'architecture et j'ai essayé de la faire parler d'architecture. Elle parle de lumière beaucoup, cette vision qu'elle a des champs d'oliviers parce qu'elle est d'origine grecque, quand ils sont au bord de la mer, où elle raconte qu'on voit cette vibration de lumière et cette mer comme si elle montait jusqu'en haut de la montagne. Elle commente effectivement la forme qui a été. Donc j'ai beaucoup effectivement échangé avec elle sur ce travail autour de son œuvre, celle des oliviers, mais plus largement aussi de sa poésie, parce qu'elle a aussi beaucoup écrit sur ce sujet. Alors d'ailleurs, elle dit en te répondant à propos de l'architecture qu'il faut dépasser les maisons, ce sont d'abord des structures vitales. C'est assez bien vu. C'est-à-dire que là, ça répond à la question de Sarkis. Oui. En fait, le vivre ensemble, c'est déjà, est-ce qu'on peut créer des structures vitales, des espaces publics vivables? Est-ce que voilà, ça pose des questions assez essentielles.
Mais les espaces, c'est très important, c'est-à-dire que les vides, quand on parle de vide dans la ville, c'est justement ces espaces de respiration, ce sont des jardins, ce sont des places, ce sont tous ces lieux, et qui sont en général des lieux de rencontre publiques. Et cette notion d'espace public est très très importante, surtout dans Beyrouth, qui a perdu progressivement tous ces jardins, où il y a très peu de places et de rencontres publiques, et qui manque terriblement. On revient à la question de la surdensité et de cette nécessité absolue de dédensifier la ville et de retrouver un peu de nature. Une dernière question, il va falloir qu'on se quitte bientôt, une ou deux questions. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, Pompidou-Metz, donc qui est une très belle exposition d'Ethel. Ça s'appelle écrire, c'est dessiner. Dessiner, c'est écrire, je ne sais plus, dans un sens ou dans l'autre. Je cite un autre texte formidable qui a été écrit par Dominique Hédé, ça s'appelle Le silence de vivre, que je vous invite aussi à lire dans ce livre-là, et Dominique qui a été une complice de la première heure sur ce projet à mes côtés. Monsieur. Une question triviale, presque technique. Est-ce que les musiciens ont vu les images avant de composer ? Oui, en fait, la musique, au départ, moi je voulais, parce qu'on parlait beaucoup de cette notion de vide, et je voulais, on avait prévu d'enregistrer quelque chose qui était les creux de ces oliviers, mais ça n'a pas pu se faire à cause du Covid. Donc c'est après le montage qu'on a fait au Frénois que j'ai envoyé les images aux musiciens qui étaient à New York, et qui ont travaillé à partir des images, mais aussi de tout ce que je leur avais envoyé sur Virilio et le reste. Donc ils étaient un peu bien imprégnés par les thèmes. Par l'absence de signature métrique. Pardon ? Par l'absence de signature métrique, il n'y a pas de temps dans cette musique. Oui, il y a ce violoncelle qui improvise comme ça, et puis c'est la percussion de temps en temps, parce que c'est vrai, pour entendre une vibration, il faut donner des coups. Donc voilà. Et il faut. Alors ce disque n'existe que sur commande, il faut le commander. C'est une édition limitée, mais c'est intéressant. Ça s'appelle Falling into Time, la composition. Je ne vois pas de main qui se lève. Alors, on va être obligé de se quitter, hein, même si, évidemment, on a envie de prolonger ça et d'aller voir ces oliviers. Hein. Vraiment, on va rechercher et faire ce parcours presque initiatique. J'ai noté que le chiffre 16 revient tout le temps. Hein. Non, mais au-delà, c'est quand même une réalité. Donc, moi, je crois que ce qu'on peut souhaiter, c'est quand même 16 itinérances. Donc, on en a retenu 2. Voilà, on peut peut-être se quitter là-dessus sur l'idée qu'il y aurait 16 itinérances et qu'à chaque fois, eh bien, ça questionnerait le lieu. J'aime beaucoup l'étape de Jumièges, elle va être énorme sur la question de la ruine. Et merci pour cet éclairage par rapport à l'histoire de ces ruines. Et je pense que là, un cinéaste va être, si je puis dire, aux anges. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Alain. Merci.